Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, ouverture ce lundi du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette 8e édition, placée sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté », mettra particulièrement à l'honneur l'Afrique lusophone avec une présence institutionnelle de haut niveau de l'Angola, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. L'Ouganda, hôte de la 2e conférence judiciaire annuelle de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Cette rencontre devra attirer des participants des 7 États partenaires de l'EAC, réunis à Kampala du 15 novembre au 15 décembre 2022. Et puis, c'était la sortie en salle le 21 octobre dernier au Cameroun du film intitulé Kankan du réalisateur Joseph Akama, un biopic pour commémorer le 25e anniversaire de la disparition du plus célèbre humoriste camerounais Jean-Michel Kankan. Événement phare du continent coïncidant cette année avec la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi 24 octobre dans la capitale sénégalaise. À l'ordre du jour de cette 8e édition, les questions de stabilité et de souveraineté, celles-ci étant au cœur des récentes actualités sur le continent. Parmi les invités figurent notamment le président angolais João Lourenço et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, actuellement président en exercice de la CEDEAO. Ont également été conviés le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop. Partenaires historiques du forum, la France et le Japon seront également représentés. Des délégations internationales avec entre autres l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Inde et les États-Unis, ainsi que des organisations comme l'UMOA, la CEDEAO et l'OTAN seront également présentes. Le forum vise notamment à mettre l'accent sur l'opérationnalisation de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que trouver des approches efficaces pour lutter ou prévenir l'expansion de l'extrémisme violent. Écoutons à ce propos le professeur Saliou Ndiaye, membre du comité scientifique du Forum de Dakar. C'est un rendez-vous incontournable, un rendez-vous au cours duquel des experts venus de tous les pays, des organisations de la société civile, des experts également, vont discuter, échanger sur des questions qui touchent à la paix et à la sécurité. Il s'agit de parler des chocs exogènes, c'est-à-dire de tout ce qui était inattendu et qui aujourd'hui touche aux problèmes de l'Afrique. Notamment, c'est un continent qui a été confronté à des problèmes démographiques, à des problèmes de rupture depuis la décolonisation, et qui se retrouve aujourd'hui confronté également à des chocs inattendus venus de l'extérieur, d'abord des experts nationaux, des experts internationaux, au-delà des chefs d'État, qui vont échanger pour trouver des solutions inclusives, puisque ces chocs exogènes affectent principalement la santé, l'éducation et surtout touche profondément les populations vulnérables. Et ces populations vulnérables, du fait que l'éducation en même temps est lourdement affectée par ces chocs exogènes, sont sujets évidemment à des épreuves, notamment ils sont la proie facile de l'extrémisme violent. Arrestation de plusieurs membres du Parti des travailleurs tunisiens. Le parti a indiqué dans un bref communiqué publié ce dimanche 23 octobre que suite à la distribution de tracts du parti travailliste portant sur la question de la cherté de la vie, la police de la ville de Kairouan avait interpellé des dirigeants centraux et locaux du parti, à savoir Ali Bazaoui, Tarak Barak et Rabi Djawadi. Selon le communiqué, un citoyen qui filmait les faits avec son téléphone portable aurait également été interpellé par les forces de l'ordre. Dans sa sortie, le Parti des travailleurs a souligné
marqué son rejet, je cite, de la censure et de la tyrannie. Rappelons qu'en plus de la crise économique, la Tunisie traverse également une crise sociopolitique depuis le 25 juillet dernier, date à laquelle le président Kais Saied a imposé des mesures d'exception, notamment la dissolution du Parlement, la promulgation de lois par décret présidentiel, la révocation du Premier ministre et la nomination d'un nouveau gouvernement. Des mesures rejetées par la majorité des forces politiques et civiles du pays. La communauté d'Afrique de l'Est poursuit le système de rotation de sa cour de justice. L'Ouganda sera ainsi le deuxième pays à accueillir des auditions de la cour de justice du bloc communautaire du 15 novembre au 15 décembre 2022. L'objectif de la rotation des sessions de cette cour est de rapprocher ses services du peuple et d'accroître sa visibilité à l'échelle sous-régionale. En Ouganda, l'organe judiciaire est-africain va statuer notamment sur la légalité de la limitation de l'âge présidentiel en vigueur depuis 2018 dans le pays. Les précisions de Nathalie Mo. La communauté d'Afrique de l'Est va une nouvelle fois implanter le système de rotation de sa cour de justice, une réforme adoptée par les pays membres en 2021. Alors que l'institution judiciaire reste basée à Arusha en Tanzanie, du 15 novembre au 15 décembre 2022, elle va siéger en Ouganda, selon des indications de la vice-première ministre Rebecca Kadaga. L'Ouganda est ainsi le deuxième pays à accueillir les auditions de la Cour de justice du bloc communautaire après le Burundi en novembre 2021. L'intérêt de la rotation des sessions de novembre de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est est le besoin d'implication et donc d'intégration plus avancée des différents acteurs, membres et parties prenantes de la dite Cour, notamment les pays de la communauté. L'objectif de la rotation des sessions de novembre de la Cour est de rapprocher ses services du peuple et d'accroître sa visibilité alors qu'elle s'acquitte de son mandat de promotion de l'accès à la justice conformément avec le traité de la communauté d'Afrique de l'Est. En Ouganda, l'organe judiciaire est-africain va trancher sur 20 plaintes. L'une d'elles concerne la levée de la limitation de l'âge présidentiel qui a permis au président Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Une telle instance ne serait en mesure de statuer sur des affaires comme la limitation de l'âge présidentiel d'un pays que sous deux conditions. Premièrement, que ce volet fasse partie de ses prérogatives et donc de ses capacités légales. Ensuite, que le pays concerné par la question ait signé et ratifié l'accord donnant mandat à la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est d'intervenir et selon leur principe de hiérarchie des normes sur des questions internes et de souveraineté. L'Ouganda abrite du 26 au 28 octobre 2022 la deuxième conférence judiciaire annuelle de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. L'événement qui se tient sous le thème « Transformer l'accès à la justice dans la communauté de l'Afrique de l'Est » devrait contribuer à renforcer le mandat de l'organe judiciaire est-africain dans le règlement des différends et le développement d'une jurisprudence clé sur les questions d'intégration régionale. Toujours dans l'actualité, la semaine dernière s'est achevée avec une nouvelle manifestation contre la cherté de la vie au Maroc. À l'appel de l'Union nationale des travailleurs, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis devant le Parlement à Rabat ce dimanche 23 octobre pour protester contre la vie chère. Notons que l'UNMT est un syndicat proche du Parti de la justice et du développement, principale formation de l'opposition. C'était d'ailleurs l'une des premières fois que des sympathisants du PJD descendaient dans les rues depuis la défaite du parti aux législatives de septembre 2021, remportée par le Parti libéral de l'homme d'affaires Aziz Akanouche. Le chef du gouvernement Aziz Akanouche, aujourd'hui dans le collimateur des manifestants qui remettent en cause sa gestion. Le malaise social s'accroît au Maroc avec une inflation qui poursuit sa progression et s'illustre par une hausse générale des prix qui a atteint 8,3% en septembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Le gouvernement tchadien peaufine son plan de financement de l'agriculture rurale. Objectif, apporter des solutions au chômage des jeunes, mais aussi à la crise alimentaire que connaît le pays. En marge du forum régional sur la finance agricole et rurale tenu à Yaoundé au Cameroun, les autorités tchadiennes se sont laissées séduire par le modèle camerounais de financement de l'agriculture rurale. Séverin Douque.
Le Tchad fait le pari du financement de l'agriculture rurale pour sortir de la crise alimentaire qu'il subit, mais davantage pour trouver les solutions à la crise de l'emploi qui va grandissant dans le pays. Si le taux de chômage au Tchad est de 5,8%, celui des jeunes diplômés est très élevé, il est passé de 42% en 2015 à 60% en 2017. Le pays veut s'inspirer du modèle camerounais de financement de l'agriculture rurale, exposé en marge du Forum régional sur la finance agricole et rurale à Yaoundé, au Cameroun du 18 au 20 octobre 2022, à travers la visite d'institutions d'encadrement et de formation des jeunes par le PAE Jeunes, le programme de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, pour apporter des solutions au chômage. La grande préoccupation, c'est que ces jeunes aujourd'hui qui sont au chômage constituent une bombe à retardement pour nos pays. Il faudrait leur trouver des solutions. Et parmi les solutions, il y a la terre. La terre, elle permet d'employer tous ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le travail de la terre est un travail salissant. Selon la Banque africaine de développement, le Tchad renferme d'importantes potentialités agro-silvopastorales et halieutiques qui constituent la base du développement du secteur rural, dont dépendent les 2/3 de la population active du pays en termes d'emploi, mais également de production d'aliments. L'agriculture contribue pour 23% au PIB national, dont 20% provient de la production vivrière et 3% des cultures de rente. L'urgence d'investir dans le secteur agropastoral s'impose comme une solution à la crise de l'emploi au Tchad. J'ai bien envie d'avoir ce genre de modèle-là chez moi au Tchad, mais je me battrai pour qu'on ait des choses similaires qui peuvent former les jeunes, qui peuvent les encadrer, qui peuvent leur assurer le coaching nécessaire pour que ces jeunes puissent répartir et ensuite faire des choses merveilleuses telles que ça se passe aujourd'hui au niveau du Cameroun. Selon le ministère tchadien de l'économie, de la planification et du développement, le chômage des jeunes est très accentué dans le monde rural. Plus de 70% de jeunes diplômés sont sans emploi, d'après un récent rapport. Pour le meilleur et pour le rire, une phrase qui résume parfaitement l'œuvre de feu Dieudonné Afana Ebogo, alias Jean-Michel Cancan. Nombreux le considèrent comme le plus grand humoriste camerounais de tous les temps. Parmi ceux-ci, le réalisateur Joseph Akama, dont le long métrage de 110 minutes intitulé Cancan est sorti dans les salles de cinéma du Cameroun le 21 octobre dernier. 25 ans après sa disparition, ce film retrace les derniers mois de l'icône camerounaise. Découverte dans ce sujet de Nathalie Mo. Sortie officielle nationale du premier film biographique dédié à la mémoire d'un artiste camerounais le 21 octobre 2022. Intitulé Cancan, le long métrage de 110 minutes, écrit et réalisé par Joseph Akama, retrace les derniers mois de vie de Dieudonné Afana Ebogo, plus connu sous son nom de scène Jean-Michel Cancan. Ce biopic est une révolution à plusieurs titres dans le paysage cinématographique camerounais. Cancan est le premier long métrage de la maison les productions, jusqu'ici spécialisées dans les films d'animation et dessins animés tels que Minga et La Cuillère Cassée. Je pense qu'au cinéma, en termes d'hommage, on ne fait pas mieux que le long métrage. Et par rapport à ma collaboration avec Clay Edo, je pense que Clay, pour moi, je n'ai pas encore travaillé avec beaucoup de producteurs, mais j'ai travaillé sur des projets et je pense que au Cameroun, en termes de production, Clay, il est là-haut. Parce que Clay, il est très ouvert, il est très humain, mais surtout, il a une super culture cinématographique. Jean-Michel Cancan est incarné par l'acteur Landry Ngetsa. Pour l'homme de théâtre et de lettres, metteur en scène et comédien, s'approprier la personnalité atypique de Jean-Michel Cancan a représenté un véritable challenge. Défi visiblement relevé, le film Cancan est nommé dans 10 catégories de la 5e édition des Awards du film camerounais. L'acteur principal est en liste dans 2 catégories, meilleur acteur d'Afrique centrale et Sotigui du public africain à la 7e édition des Sotigui Awards au Burkina Faso. J'ai également travaillé esthétique, j'ai travaillé sur plein d'autres aspects qui entourent le personnage physique, la personne physique. Ensuite, nous sommes entrés dans la phase de répétition proprement dite, qui a duré près d'1 mois aussi, ou 1 mois et demi, avec les autres comédiens. Et il y avait les techniciens aussi. Et après ça, donc, nous sommes rentrés proprement dit dans la phase de tournage.
Et donc, avec le réalisateur qui est très précis dans la direction qu'il donne, rarement j'ai vu un réalisateur qui est aussi pointu et qui sait exactement ce qu'il veut, avec les mots qu'il faut, il ne se répète pas, il dit exactement ce qu'il attend de l'acteur. Pour moi, c'était tout simplement incroyable. Le film Cancan sort alors qu'on commémore en 2022 les 25 ans de la disparition de Dieudonné Afane-Bogo à l'âge de 41 ans. Jean-Michel Cancan a été une icône du théâtre camerounais qui a fait de la farce son genre de prédilection. Auteur d'au moins 7 sketchs à succès, il s'est illustré par un style intemporel et universel qui lui a permis de se produire à travers l'Afrique de la fin des années 70 à la décennie 90. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.